Maintenant, le début des affaires un peu rugueuses. Voilà ce que nous dit le professeur Gérald Simoneau en 2011. Il est spécialiste de ce qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, donc un effet sur le cœur de certaines substances dont on va découvrir petit à petit que parmi elles, il y a ce qu'on appelle les phénfluramines. Voilà ce que rapporte le professeur Simoneau. Il y a eu en 1967, donc on est dans l'année du décès de Tom Simpson, une épidémie d'hypertension pulmonaire due à l'aminorex, qui était un coup de fin amphétaminique d'une classe voisine du benfluorex. Cette molécule était vendue uniquement en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Là, les cliniciens ont très vite remarqué qu'il y avait un problème puisque le nombre de cas d'hypertension pulmonaire a brutalement augmenté lors de la mise sur le marché de ce médicament. Dès le retrait, 3 ans après, le nombre de cas a diminué, donc il y avait une première alerte sur cette dangerosité. Eh bien, pendant ce temps, comme dans ce cas, on voyait que quelque chose qui portait Orex avait pu avoir ce genre d'effet, on peut donc se dire qu'il aurait été important de faire savoir que pour le benfluorex, il fallait être vigilant. Ça s'est trouvé être tellement peu le cas que bien des années plus tard, on voit par exemple un médecin conseil de l'assurance maladie, le docteur Wasserstrom, donc en 97, qui s'adresse à l'Agence de sécurité de la santé comme ceci. Avez-vous connaissance d'effets indésirables imputables au benfluorex qui ne soient pas mentionnés dans la monographie du Vidal? Le risque d'hypertension artérielle pulmonaire est-il connu ou possible? Le médiateur benfluorex paraît apparenté aux amphétaminiques anorexigènes. Clobenzorex, mefenorex, fenfoprorex, cette parenté est-elle établie au plan biochimique et pharmacologique? Et de fait, dans ce cas-là, la question du Vidal, comme vous le voyez, devient une question terrible. Parce que ça sous-entend très directement que ce machin-là, le Vidal, et encore en 97, et encore aujourd'hui, n'est qu'un moyen de publicité. Et de la publicité la plus mensongère, puisque c'est celle qui nous tue. Voilà. Or, curieusement, la question reste toujours posée au point où nous en sommes, de savoir à quoi pouvait bien servir le Mediator à ce moment-là. Parce qu'il va être vendu dans des quantités très importantes, et puis ça va s'accélérer, donc il a certainement un effet. La question qui se posait aux spécialistes, c'était quel est cet effet, finalement? À quoi peut-il servir? Or, il va y avoir une chose qui, pour cette fois, va venir de l'Europe et qui ne va pas être aussi négative que dans la majorité des cas, c'est que une directive européenne va être publiée en 1975 et elle va exiger que tous les médicaments qui avaient été autorisés avant le 1er décembre 1976, ce qui était le cas du Mediator, subissent de nouveaux contrôles afin d'obtenir un renouvellement
de l'autorisation de présence sur le marché. Donc, Mediator, dès ce moment-là, doit repasser son examen, en quelque sorte. Mais on ne se précipite pas. La directive étant de 1975, la révision du Mediator, les résultats de cette révision ne vont paraître qu'en avril 1987. Et à ce moment, on va découvrir que Mediator va perdre une des deux indications importantes qui jusque-là l'avaient accompagné. Alors, je ne saurais plus vous dire laquelle des deux, peu importe. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que ce qui va être mis en question entre ces deux indications, c'est ce que je vais vous dire. Il avait été, à un moment donné, reconnu comme adjuvant du régime dans le diabète asymptomatique avec surcharge pondérale. Alors, je développe. Ce que nous voyons dans cette formule adjuvant du régime dans le diabète, c'est que donc, il pouvait accompagner, dans la lutte contre le diabète, d'autres substances. D'une certaine façon, donc, il était présenté comme un vrai combattant possible, même si c'était qu'au titre d'adjuvant, du diabète. Et nous avons cet ajout important avec surcharge pondérale. Tous les diabètes ne sont pas accompagnés de surcharge pondérale, certains le sont. Dans ce cas, donc, Mediator apparaît comme étant à la charnière diabète, surpoids. Seulement, c'est cette partie-là qui est contestée en 1987. C'est-à-dire que si on en était resté à cette suppression de cette indication, de façon habituelle, Mediator prescrit par un médecin aurait pu être remboursé par la sécurité sociale dans le cas de la prescription qui reste possible, mais dans le cas de l'autre, il ne pouvait plus être remboursé. À ce moment, il s'agissait d'un remboursement à 65%. Donc les enjeux sur cet élément de diabète et de surcharge pondérale sont considérables pour le Mediator. C'est-à-dire que tant qu'il ne dispose plus de cette indication-là, le médecin qui le prescrit doit en principe faire savoir à son patient que ça ne sera pas remboursé par la sécurité sociale et il doit indiquer sur la feuille de prescription NR non remboursable. Ça sous-entend que les ventes de Mediator risquent de baisser très très facilement, très rapidement. Je me promettais de vous montrer le parcours qui va permettre à Mediator de passer toutes ces années-là comme s'il avait conservé cette possibilité de prescription. Je vous dirais, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le détail de ces affaires-là, je préfère répondre à vos questions, mais sitôt qu'on y met le petit doigt, c'est très impressionnant. Parce que, comme déjà je vous ai fait remarquer sur les dates, on peut vous dire, le cas va être étudié dans 2 ans. En réalité, vous vous apercevez que 5 ans plus tard, ça n'a toujours pas été étudié. Et que tout le monde fait comme si cette possibilité de prescription dans le cas du diabète restait possible et remboursable. Et remboursable.